Un échange maintenant sur la question de la réincarnation, l'identité du genre et les berdaches chez les Athabascans. Donc, si on commence par la fin de ce titre-là, les berdaches, il y a eu des rencontres très intéressantes, hein. En 93 et 94, j'avais été invité à des... On était à peu près une quarantaine de personnes. Sue Ellen Jacobs était une anthropologue qui avait beaucoup travaillé avec les Amérindiens. Elle était dans la quarantaine, je ne me souviens plus de quelle année elle avait à ce moment-là, mais c'était la première, fin de la quarantaine, je pense, la première année où elle se déclarait lesbienne parmi ses collègues, parmi sa famille. Donc c'était de coming out, comme on dit. Donc déclarer son identité qui avait été cachée jusque-là. Donc ça avait demandé beaucoup de courage. C'était encore une époque où il y a toujours encore de la discrimination, mais c'était pas encore plus marqué, tout ça. Elle avait comme collègue Sabina Lang, qui est une Allemande, lesbienne aussi, qui était venue travailler avec les groupes homosexuels, Two Spirit, tout ça, tout ce monde-là amérindien, et qui était très, très, très accepté par les Amérindiens. Et Thomas, c'était le troisième nom, Wesley Thomas, qui est un Navajo, lui aussi de Two Spirit. Alors, quand il est allé sur le campus, son campus universitaire, son peuple, on a fait deux cérémonies. D'abord, d'habitude, quand quelqu'un partirait pour aller à l'étranger, on fait une cérémonie si c'est un homme, une cérémonie si c'est une femme. Dans son cas, on a fait les deux cérémonies parce qu'il était homme-femme. Donc, si on traduit la terminologie euh, Navajo. Alors, il y avait puis le groupe a été convoqué. Donc, il y a déjà ici des collaborateurs, hein, des anthropologues, des Autochtones. Puis les Autochtones ont demandé à Sue Ellen et puis Sabine, êtes-vous capable d'inviter des anthropologues qui seraient intéressés à travailler avec nous pour dépasser les catégories avec lesquelles ils sont habilités à travailler ou qui sont transmises par leur héritage, pour adopter un nouveau langage qui soit plus adéquat à ce qu'on est en train de penser de nos vies, à nos identités. Alors, l'année précédente, en 91, j'étais à Chicago pour l'American Anthropological Society. J'avais donné une conférence sur la réincarnation parmi les Dénés. Et Sabine Lang était là dans la salle. Elle dit, est-ce que tu viendrais à nos ateliers? Donc, c'est une invitation aussi. Le chemin s'est ouvert, au fond, par une invitation. Donc, quand je dis un moment de reconnaissance, je suis très reconnaissant de l'invitation qui m'a été faite. Ensuite, sous Aline, les gens que j'ai pu rencontrer. Et donc, les berdaches, c'était la catégorie, c'était le langage qui était utilisé jusque dans les années 80 pour des gens dont les comportements, les aspirations n'étaient pas d'ordre hétérosexuel. Donc, on disait quoi? Un homme avec un homme, c'est un berdache, ça vient de l'Orient, ce terme-là. Donc, on pensait, au fond, en termes de catégories européennes, eurocentriques. On n'arrivait pas à sortir de notre monde mental. Et la seule condition que les Autochtones avaient posée, c'était de dire, ce sont des anthropologues disposés qui ont l'aspiration à dépasser leur héritage, au fond. Et les participants, c'était extraordinaire comme milieu. C'était tous des gens qui refusaient déjà l'identification sexuelle sur les cartes d'identité, tout ça, mâle, femelle. Non, il faut d'autres catégories. Donc, toujours, il dit, toutes les institutions nous amènent au binaire. Homme-femme, les toilettes ici. Alors, comment sortir de l'opposition binaire? On n'existe pas là-dedans, nous autres. Alors, encore, c'est la question de la reconnaissance, comment allez-vous arriver à nous reconnaître? Pouvez-vous nous aider à ce que le monde extérieur nous reconnaisse, hein? Donc, j'ai trouvé le climat de travail très, très intéressant de ces deux ateliers-là, qui est lié à cette publication-là. Et on a Two Spirit People, Native American Gender Identity, Sexuality and Spirituality. Et c'est la maison d'édition qui dit ajoutez spiritualité, parce qu'au fond, vous êtes en train de parler de leur spiritualité, leur être au monde en fonction de l'être qui a été donné par le Créateur, et ainsi de suite. Et on n'était pas conscient de ça dans le moment on parlait plus des questions identitaires, de choses comme ça. Et ce qui était, pour moi, je retiens aussi de ça, c'est que il y avait des jeunes autochtones, donc hommes et femmes,
certains étaient en couple avec une personne de d'autres races. Il y avait toutes les combinaisons possibles, je pense. Transsexuels, transgenres, des Noirs, il y avait des Blancs, il y avait des Européens qui étaient en couple avec des Autochtones, et ainsi de suite. Mais les Autochtones, disaient, au fond, ils ont découvert à coup leur identité sexuelle, hein, en grandissant sur une réserve, une communauté autochtone qui avait une image très négative de cette identité sexuelle-là. Donc, ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas la vivre ici. Je me rappelle la grande bibliothèque, on est allé, puis il y avait une présentation des œuvres de Michel Tremblay. Hein. Puis lui, il raconte dans son enfance, d'un coup, il réalise qu'il y a une orientation sexuelle vers des hommes. Hein. Puis il pense qu'il est le seul sur la Terre avec cette orientation-là. Puis j'ai des amis aussi qui sont homosexuels, puis ils disent au fond, oui, vers 7 ans, 8 ans, tout à coup, on sait qu'on a cette identité-là. On sait que les autres ne le savent pas. Puis on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment les autres vont recevoir cette affirmation qu'on reçoit en donnant de nous-mêmes. On est en train de servir la vie comme hors norme. Hein? Alors, comment faire? Hein? Puis sur la réserve, alors, tous ces gens-là avaient décidé de quitter leur réserve pour aller dans un milieu favorable aux homosexuels qui était Los Angeles, hein? San Francisco, la côte ouest. Alors, ces Amérindiens-là se sont tous retrouvés sur la côte ouest, se disant, dans nos communautés, on va être jugés, rejetés, et ainsi de suite. Puis là, sur ton aperçu, on fait l'expérience de la discrimination par les homosexuels, les lesbiennes blanches. Puis là, il dit, alors, il faut se retrouver entre non-hétérosexuels, si on emploie cette catégorie, je ne sais pas quel langage c'est, entre nous, Amérindiens. Alors, ça a été un repli, je ne sais pas si c'est un repli, mais un regroupement, je ne dirais pas un repli, mais un regroupement amérindien dans un milieu, au fond, particulier aux États-Unis. Et puis là, c'est là-dedans qu'ils se sont dit comment s'exprimer en tant qu'Autochtones. Et c'est eux qui ont créé arrivé à l'expression « Two-Spirit ». Hein? Alors, ça va être notre langage pour nous exprimer dans le monde et arriver comme ça. Alors, je vais revenir à ça tantôt, mais j'ai passé aussi, pour parler de cette question-là, emprunté le titre d'un beau livre de Julie Cruikshank, qui a beaucoup travaillé aussi parmi les Athabasca. Et elle a un livre qui s'appelle The Social Life of Stories, hein, la vie sociale des récits. Hein. Donc, pensez que les récits ont une vie sociale. Alors, j'aimerais parler un peu de la vie sociale des écrits que j'ai faits, comment ça s'est assimilé, repris, tout ça. Le point de départ, donc pour moi, ça a été encore une surprise. Un jour, un jeune homme me dit, je pourrais te parler de mon expérience en école résidentielle. Donc, école résidentielle, autochtone, tout ça. Je savais que les Dénés avaient demandé l'école dans les années 48. J'avais la lettre, je savais que ça avait été construit. Donc, ça a fonctionné pendant à peu près 15 ans. Oui, alors j'avais mon carnet, tout ça. Puis alors, la personne commence, le jeune homme commence, au début de trentaine. Voici, j'étais là, j'étais à l'école. La première année, je suis tombé malade. J'étais une petite fille, je m'appelais, disons, je vais utiliser un autre nom, Denise. Et puis, je suis mort, et puis, je suis revenu comme un garçon. Début d'une expérience résidentielle. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Hein. Alors, là, j'étais complètement pris de coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis morte, ma tante qui était décédée aussi, son esprit est autour parce qu'elle veillait sur moi. Elle m'a vu puis elle est venue me prendre pour m'accompagner. Hein, pour ne pas me laisser tout seul dans le monde des défunts. Donc, tout de suite, ma tante, la sœur de ma mère était là. Puis elle dit, je sais, je vais te ramener. Je sais que sa sœur, elle dit, sa sœur va te redonner vie. Hein. Alors, on va aller voir ma sœur qui est à l'hôpital à Edmonton, et puis elle va tomber enceinte, et puis tu vas revenir. Hein. Puis alors, ils sont arrivés dans le récit, ils arrivent à l'hôpital d'Edmonton, la femme qui est hospitalisée là voit sa sœur défunte, et puis cette petite fille-là, qui est une parenté aussi, pour dire, les deux défunts, elle voit les deux défunts, puis elle tombe sans connaissance. Mais elle sait à partir de ce moment-là que quand elle va revenir, elle va donner naissance à nouveau à cette petite fille-là qui est morte. Elle retourne chez elle, non seulement guérie par les Blancs, mais avec un savoir sur sa prochaine grossesse, qui sera là, à qui elle va redonner vie. Hein. Et alors, ça m'a étonné, cette chose-là. Et plusieurs autres récits comme ça. Alors, le premier article que j'ai écrit sur les Dénés, quand j'ai dit au début, je suis allé chez les Dénés sans avoir rien lu,
En 82, quand j'ai écrit un premier article, j'avais lu beaucoup. Cruikshank, Reddington, Jude Helm, il y a beaucoup de gens qui ont fait des travaux extraordinaires. Alors, je pouvais comparer un peu ce que j'apprenais à ce que les autres avaient dit. Hein. Donc, dans le Canadian Journal of Anthropology, ils ont mis l'article en tête, hein, Religious Dualism Among Athabascan Catholics. Alors, c'était un peu la question, comme j'étais du centre d'anthropologie, Centre canadien d'anthropologie à l'Université Saint-Paul, qu'on voulait la question du rapport entre les missionnaires et les Autochtones, c'était une façon de dire, voici les catholiques, vous comptez les donner comme des catholiques, mais est-ce qu'ils sont vraiment catholiques? Qu'est-ce que ça veut dire être catholique? Si à la réincarnation, s'ils disent qu'ils se réincarnent, est-ce que c'est encore des catholiques? Poser la question un peu d'identité dans le contexte où j'étais. Puis aussi, il y avait Rousseau, hein, qui était de l'Université Laval, qui lui aussi parlait de dualisme religieux. Donc, j'ai pris chez Rousseau cette notion-là pour dire est-ce qu'elle fonctionne vraiment dans ce contexte ici, puis différents auteurs. Là, j'ai pris le dualisme religieux à partir d'un autre anthropologue. Donc, j'ai fait un genre de copier-coller là, pour dire, me situer. Et j'ai su par la suite qu'on avait envoyé le texte à Ken Emberidge et puis à Robin Riddington, qui étaient deux seniors dans cette question-là, des études des missionnaires, puis dans l'étude des Athabascans. Puis les deux ont recommandé que le texte soit publié tel quel. Il dit, il est long, plus long que, mais on recommande qu'il soit publié tel quel, donc j'étais honoré. Puis c'était comme je me présentais dans le monde anthropologique ici au Canada, donc c'était ma première pièce, et puis les autres l'ont envoyé à deux mails, au fond, pour dire ça passe la rampe ou ça passe pas. Oui, ça passe bien la rampe. Voici, vous êtes. Premier article dans le. Ça a été mon entrée en scène après mon doctorat, après mon terrain ici. Hein. Et puis, est venu après ça une collaboration aussi avec. Parce que Richard Slobodin aussi avait travaillé parmi les Cochin, lui aussi avait travaillé parmi les Anglicans qui croyaient aussi à la réincarnation. Donc, lui aussi avait posé la question du dualisme de croyance. Tout ça. Et ça avait donné l'occasion d'une belle collaboration, plusieurs textes sur Amerindian Rebirth. Hein. Donc, toute la question, c'est assez répandu chez plusieurs groupes. Hein. Mais ce n'est pas universel. Les cris de l'abbé James, j'ai demandé à Colin Scott, est-ce que les cris de l'abbé James parlent de ça? Non. Mais vous arrivez chez les Dénés, oui, tout le monde en parle ouvertement et ainsi de suite. Hein. Il y avait eu un décès, une petite fille qui était morte, et puis il y a eu une naissance, on disait, voici, c'est la petite fille qui est revenue. Hein. Puis quand on amenait la petite fille dans une maisonnée, j'étais là des fois, puis la grand-maman elle disait, hey, tito datlihi, et le petit bébé qui a été refait. Hein. Donc, tout de suite, on accueille l'enfant à partir d'une situation de réincarnation et ainsi de suite. Hein. J'ai eu une femme aussi, quand j'essaie d'expliquer ça un peu, de dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces choses-là? Il dit, c'est pas une question de croyance, c'est une question c'est une conclusion qu'on tire de l'expérience. Hein. Elle dit, par exemple, moi, j'ai donné naissance à une petite fille, puis je pensais pas que cette fille-là était quelqu'un de réincarné. Mais elle avait 1 an et demi, puis elle pleurait tout le temps, elle était inconsolable. On avait tout essayé, elle pleurait. C'était inconsolable, cet enfant-là. Puis mon père était là, le grand-père de l'enfant était dans la maison, puis il dit, essaie donc de lui donner un oignon cru. Elle épluche un oignon, puis elle donne l'oignon, puis l'enfant prend l'oignon, puis le mange comme on mange une pomme. Hein. Mais l'enfant était content. Puis le père dit, voilà, c'est confirmé. Mais qu'est-ce qui est confirmé? Avant que tu tombes enceinte, tu te souviens d'un tel, j'allais à la trappe avec lui, c'était mon compagnon de chasse, de trappe. Il est décédé. L'année suivante, tu te promenais dans un champ, je l'ai vu, il s'en marchait vers toi, puis il est arrivé de dos, puis il est rentré en toi, puis je ne l'ai pas vu ressortir. J'ai dit, il va revenir. Puis quand on était sur la trappe, il voulait toujours manger des oignons. C'était ça qu'il mangeait, cru. C'est pour ça que j'ai suggéré un oignon. Alors, là, tu vois bien, il est revenu avec ses goûts. Donc, c'est vraiment lui. Moi, ça fait 1 an et demi, là, je le suis. Là. C'est vraiment lui. Donc, ça, c'est la preuve. Là. C'est fait. La fille accepte ça. C'est la preuve. Hein? Et puis, à ce moment-là, à partir de là, viennent tous les récits. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur la trappe? Et puis là, tout le temps, te souviens-tu quand on dit ça à l'enfant? Te souviens-tu quand l'ours t'a poursuivi dans le bois? L'enfant grandit dans tous les récits familiaux, au fond. Il reçoit son origine dans les récits, dans les souvenirs qu'on a de sa vie antérieure.
de telle manière que son identité se fait justement dans la vie sociale des souvenirs qu'on a de cette personne-là. Puis la personne va façonner son identité là-dedans. Alors, j'ai essayé de décrire ça dans différents textes, et puis tout à coup, une fois que ça s'était publié chez les Presses de l'Université de Toronto, j'ai reçu une lettre du Nunavut. Je ne m'attendais jamais à ça. Alors, c'est bien du département d'éducation de Nunavut. Hein. Alors, on me demande la permission de reproduire l'expérience du Déné que j'ai raconté là, de le reproduire dans leur curriculum sur la grossesse et puis la naissance. Hein. On voudrait reproduire parce que dans la lettre, on dit c'est exactement comme ça qu'on pense que ça se passe. Mais on aimerait ça pour pouvoir dire, pour que les jeunes filles qui sont adolescentes, qui tombent enceintes, qui comprennent comment ça se passe. Ça se passe chez nous comme chez les Dénés. Donc ça devient un texte d'autorité. Hein. Voyez-vous, les anthropologues qui recueillent les connaissances autochtones ont recueilli chez les Dénés quelque chose qui est exactement comme nos anciens disent. Donc, vous n'êtes pas ici tout seul au monde. Vous n'êtes pas tout seul au monde. C'est la grande question dans le monde. Hein. Depuis le début, quand je dis Zakaria, hein, qui est à Tanarjuak, hein, je nais parmi 90 personnes, sommes-nous les seuls au monde? Tremblay, qui est ici à Montréal, est-ce que je suis le seul homosexuel au monde? Est-ce que je suis seul au monde? Non. La réponse, quand la réponse vient non, c'est une joie. Hein? Alors, ici, donc, tout à coup, le texte est rendu là. J'ai dit, c'est pas moi qui ai le droit d'auteur, c'est les Presses de l'Université de Toronto. Ils ont eu ça. Mais là, le texte est là. Donc, je suis dans le curriculum. Comment ça se fait que je suis là? C'est la vie sociale d'un texte. Quand je voulais ma promotion comme professeur titulaire, j'avais deux choses que je voulais vraiment faire. C'était d'abord publier ma deuxième ethnographie, Ways of Knowing, dont je vous ai parlé tantôt, et puis un texte dans la revue Royal Anthropological Institute. C'était la revue qui était dans de haut niveau. Donc, je disais, si je suis professeur titulaire, à mes yeux aussi, je disais, si je suis professeur titulaire, je suis capable de faire ça. Non? C'était comme dire, je vais déposer mon dossier, voici. Alors, puis là encore, j'ai repris ce que d'autres auteurs avaient écrit au sujet de la réincarnation, puis les gens de deux sexes, au fond, parmi les Dénétans, pour déconstruire, pour dire, au fond, ils n'ont pas compris le phénomène tel que les Dénés le comprennent. Alors, j'ai essayé de dire, oui, il y a un phénomène, mais ce n'est pas tel qu'ils le pensent eux autres, avec les catégories de Berdach, parce que c'était tout dans la catégorie de Berdach. C'est vraiment en termes de réincarnation, d'identité, de contexte social, et ainsi de suite. Ça a été accepté et puis ça a été publié. Et tout récemment, j'ai su que le texte était retenu pour un textbook sur l'histoire du genre au Canada. Donc, la première partie, on retient deux textes. Un de Lejeune, qui est le missionnaire parmi les Hurons, les Algonquins. C'est le premier texte qu'on lit, donc c'est la période de contact. Ici, oui, alors c'est vraiment sur la période de contact et comment on comprend les choses. Et puis c'est le jeune on the good things which are found among the savages. Alors, parmi les bonnes choses qu'on a trouvées parmi les Autochtones. Alors, il parle un peu comment les relations entre les hommes et femmes sont vraiment différentes de celles en Europe, et ainsi de suite, l'égalité, et ainsi de suite. Et le texte suivant, c'est le mien. Et je prends ça un peu comme un honneur. Je ne sais pas si mon texte va durer aussi longtemps que les relations des Jésuites. C'est ça qu'on dit, la vie sociale d'un texte. La vie d'un texte dans les relations des Jésuites est une longue, longue vie quand même. La vie des textes des anthropologues, l'espérance de vie, quelle est l'espérance de vie d'un texte qu'on produit? On ne sait pas. Ça va dépendre de comment il est nourri, comment il est repris, comment il est remis à la disposition de d'autres personnes qui s'en servent pour différentes aspirations qu'on n'a pas au moment où on écrit le texte. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que ma première aspiration, au fond, avec les voyous, mais aussi avec les Dénés, c'est faire honneur à ces gens-là. Je me dis, quand j'aurai publié ça, comme les Dénés, est-ce qu'ils vont être fiers, comme la femme de Tchipoyan, Angela, qui vient et dit, mais tu comprends ma famille, tu m'as aidé à comprendre ma famille. Pour moi, c'est honorer un peuple.
de dire « je t'ai rencontré et tu sais que je t'ai rencontré ». Si on peut communiquer ce savoir-là, c'est le meilleur savoir qu'on peut communiquer. Après ça, parce que c'est les sujets avec qui on a été, c'est eux autres qui doivent se reconnaître et dire oui, c'était bon, il y a eu une vraie rencontre. Hein. Après ça, il y a le deuxième cercle, les anthropologues, les étudiants, les gens en formation. Il y a différents cercles, hein, mais pour moi, le cœur de l'entreprise, c'est vraiment que faut honorer les gens qui nous permettent de les accompagner, de comprendre quelque chose qu'on n'aurait jamais compris si on était resté chez nous. Alors, je vois un peu ici comme le fait que évidemment, on ne m'a jamais dit on aimerait ton texte ici, tout ça. Tout à coup, j'ai appris par la compagnie qui a maintenant les droits sur les articles dans MAN, Royal Anthropological Institute Journal, qui ont dit voici, on va publier ton texte, est-ce que tu as des choses à réviser, tout ça. Puis là tout à coup, je suis allé acheter le livre un peu par vanité pour dire voici, je suis là, ça, elle existe. Tout ça est là. Hein. Et puis, pour revenir un peu à ceci, hein, c'est comme la souffrance aussi de Sue Ellen Jacobs. Hein, quand elle est retournée sur son groupe, c'est les Apaches. Hein. Puis au début, quand elle a fait un terrain très long aussi, il y a 40 ans, il y avait beaucoup de tolérance pour les homosexuels. Hein. Puis elle a vécu l'expérience d'un groupe de jeunes Apaches aussi, plus tard, 40 ans après le début de son premier terrain, à peu près 40 ans. Où ils sont en état de boisson, puis tout à coup, il y en a un qui est dans le groupe qui est identifié comme homosexuel. Il y en a un qui tord un couteau, puis ils veulent l'éventrer pour le tuer. Tu n'as pas le droit d'exister. Hein? Tu es l'incarnation du diable et tout ça. Alors, elle dit, comment ça se fait qu'en 40 ans, il y a un tel renversement de valeurs? Hein? On peut avoir tellement un niveau de discrimination meurtrier à l'intérieur d'un groupe, puis c'est pas traditionnel. Et je pense qu'on voit le côté néfaste quand on dit des politiques d'assimilation. Si on assimile ces populations-là dans nos systèmes de préjugés, il y a certains d'entre eux qui vont devenir victimes de nos préjugés, qui sont maintenant repris par des gens qui veulent s'identifier à nous plutôt qu'à leurs ancêtres. Alors, c'est toute la complexité, je pense, des identités. Puis, j'ai été très touché par tout ce que Sue Ellen Jacobs pouvait partager. C'était une grande souffrance pour elle aussi de dire... Mes amis, puis quand elle essaie de dire aux jeunes, voici ce qui se passait chez vous avant, voici ce que moi j'ai vu, ils ne veulent pas recevoir sa parole. Là. Ils ne veulent pas recevoir sa parole. Alors que là aussi, la question de la réceptivité, à quoi les gens sont réceptifs, à quoi ils ne sont pas réceptifs, comment se construit cette chose-là pour le futur, hein, le présent, ainsi de suite. J'ai parlé un peu des deux ateliers. Hein. Je voudrais juste peut-être finir ce segment ici avec un... J'ai retrouvé, parce que c'était en disant qu'est-ce qui s'est passé, je suis retourné dans mes notes et puis tout ça. Et puis, alors, il y a une note, tout à coup, j'ai trouvé ça, j'avais glissé dans le livre. Hein. C'est de Sue Ellen, hein, Dear Jean-Guy. Je lis en anglais, puis on traduit après, ça va. Hein, ceux qui vont écouter dans l'avenir seront bilingues. Trilingue, polyglotte. Alors, thank you for your lovely letter. Je lui avais écrit pour la remercier, puis j'étais touché par tout ce qu'elle nous avait partagé. Hein. I appreciate your thoughts and concerns, as well as your sharing of the experience you had. I am also grateful for your participation in our study group. Your calming style and articulate scholarship is such a gift for our group. I look forward to continuing the opportunity to work together. Warm regards, Sue Ellen. Puis, je suis touché par ce reflet-là. Hein? Ton style calme et ton érudition bien cohérente. C'est une façon de traduire ça. On a apprécié ça parmi les autres. Mais j'apprécie que... J'aime le revoir. Si je l'avais oublié, je te le dis, Sue Ellen Jacob, t'avais-tu écrit quelque chose? Non. La mémoire est... Auger dit, hein, il a écrit un petit livre, L'oubli, hein? Les souvenirs, c'est ce qui reste après que la faculté d'oubli a fait son ouvrage. La faculté d'oubli efface, puis il reste les petits morceaux. Hein. Mais derrière l'oubli, c'est comme un ordinateur. C'est effacé, mais il y a moyen d'aller le retrouver. Pour le retrouver, il faut des traces. Les traces, c'est les écrits, hein, que ce soit quelque forme que ça prenne. Alors, c'est aussi là, donc, partie pour moi du bienfait de réfléchir sur ma carrière. Tout ça, c'est de renouer comme si elle était là maintenant.
Je ne suis pas allé voir sur le web si elle est encore vivante ou pas, ou je vais probablement le faire après, mais je l'ai fait pour Roberto Lizaralde, que je parlais au début, puis lui est décédé. Alors j'ai vu plusieurs personnes quand j'allais, souvent étaient décédés. J'ai arrêté de le faire pour, pour les fins de cet exercice-là, mais c'était quand même du grand, grand monde, hein. Qui travaillait dans un bon esprit et qui avait confiance qu'une collaboration était possible. Et je pense que c'est ça que beaucoup de monde cherche maintenant. Il y a encore, je pense, la confiance que la coopération est possible, mais comment l'actualiser, comment, à quoi s'arrêter, quels sont vraiment les défis ensemble, hein? C'est là qui est l'agenda à venir, au fond, hein. C'est un peu... euh, quoi d'autre? Peut-être un récit de rêve, un récit de vision, comme j'ai décrit aussi. Je pense que j'ai fait ça dans le livre de La nature des esprits quand j'étais à Québec, hein. J'avais raconté un récit, puis à la fin du récit, Colin Scott avait mentionné tu es courageux. Alors, à mesure que je racontais dans les conférences les questions plus, disons, de vision ou de rêve, j'ai souvent reçu le commentaire vous êtes courageux. Puis j'ai trouvé ça étonnant parce que être honnête, est-ce que c'est être courageux? Euh, je veux dire, ce qu'on s'attend comme un anthropologue, tu es allé, tu es revenu, qu'est-ce que tu as vu? Je veux dire, c'est notre métier, on ne devrait pas être surpris que quelqu'un le fasse, mais on semble être surpris quand c'est de cet ordre-là, hein. Alors, une chose encore là, mais il reste que moi aussi, j'ai été étonné quand j'ai vécu ces choses-là. Il y avait une conférence à l'Université Saint-Paul sur la sécularisation des sociétés. Puis il y avait des Autochtones qui étaient là, puis pour dire notre monde n'est pas sécularisé. Les esprits sont vivants, on a des interactions avec eux autres et tout ça. Puis pendant que j'écoutais et tout ça, j'ai vu une figure encore, elle était comme suspendue au-dessus des sièges dans l'amphithéâtre, au milieu du plafond, puis au milieu de sa grandeur nature. C'était une fille de 9 ans qui avait été tuée. C'était donc au mois de juin. J'étais là jusqu'à la fin de juin. Au début de juin, elle avait été tuée. Deux chasseurs sortaient de leur canot. Ils ont sorti une carabine. Elle était encore chargée. Elle est partie. Les enfants étaient sur le bord de l'eau, comme la photo que je vous ai montrée, là. Et puis, elle s'est fait arracher le derrière de la tête, le cerveau. Elle est morte là, tombée là. Alors, j'avais vécu le deuil avec la famille, tout ça. J'avais vu la petite fille le matin. C'est parti comme ça. C'était un gros choc. Alors, je la vois là, en train les mains ouvertes, me saluer, me sourire. Puis là encore, comme que j'étais dans le tipi, j'ai dit, c'est-tu possible? Je me dis, on ne voit pas des choses comme ça quand même. J'étais en train d'écrire mes notes. Oui, je suis vraiment en train d'écouter une conférence. Il n'y a pas de problème. Je suis ici. Puis il y a ça, en plus, c'est comme le plus comment ça se fait, hein? Alors, quand je suis retourné sur la réserve, j'ai vu Alexis Segnanta, j'ai raconté ça aussi. Parce qu'il lui me raconte qui est décédé, puis j'ai dit, moi, j'ai raconté ça. Puis là, lui, il a raconté l'histoire à d'autres, parce que d'autres sont venus, puis il dit, c'est vrai que tu l'as vu. Oui. Puis tu rêvais-tu? T'es-tu endormi? Non, non, t'étais réveillé, oui. Puis là, je répétais mon histoire. Puis une fois que j'avais recontextualisé ce que moi, j'ai mon expérience, nous autres aussi, on l'a vu. C'était le jour, il était sur la pile de bois, l'autre côté, puis elle nous a souri aussi. Puis... Alors, j'ai eu une série de personnes qui sont venues converser avec moi. C'est-tu vrai que... Puis il avait entendu d'Alexis Segnanta, à qui je l'avais dit, hein. Donc, il y a tout un réseau, là encore, la vie sociale des histoires, hein, qui nourrit la vie aussi, puis qui nous redonne espoir, puis dire, au fond, elle vient nous dire qu'elle est bien, hein, de ne pas trop s'inquiéter à son sujet. C'est une bonne façon de vivre le deuil ensemble, hein. Inquiétons-nous pas tellement, soignons-nous, parlons-nous, on ne l'oublie pas. Donc, c'est une façon d'être, hein. Quand on dit l'intersubjectivité du monde de la vie, elle aussi est un sujet qui collabore à notre croissance, à l'évolution de nos liens, qui nous dit « Je vous oublie pas non plus, oubliez-moi pas ». Il y a tout un genre de dialogue, hein, qui se fait comme ça. Et sur ma table de travail à la maison, j'ai quelques photos comme ça de jeunes personnes qui sont décédées. Je les ai là sur ma table de travail parce que je me souviens de ces familles-là. C'est des familles, c'est des vies, en espérant, qui n'ont pas eu la continuité que moi j'ai eue, que d'autres ont, mais qui étaient vraiment des belles personnes, hein. Donc,